Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau module de formation Zonline. Aujourd'hui, on s'attaque au chapitre 3 de Culture Générale Expression, l'animal miroir de l'homme. On va voir que derrière des histoires d'animaux, parfois très simples en apparence, se cachent en fait certaines des plus grandes critiques de la société. De la fable au roman moderne, la littérature a toujours utilisé le monde animal pour nous tendre un miroir. Alors on va explorer ensemble comment et pourquoi ces créatures nous en apprennent finalement tant sur nous-mêmes. Voici le programme qu'on va suivre. D'abord, on va poser les bases avec ce concept de miroir animalier. Ensuite, petit voyage dans le temps avec les fables incontournables de La Fontaine, avant de découvrir la satire bien plus mordante de Voltaire. On verra comment cette idée a évolué jusqu'à nos jours. Et bien sûr, on terminera avec des clés très concrètes pour réussir son analyse à l'examen. Allez, c'est parti! Alors, commençons par le concept central. Quand la littérature met en scène des animaux, il ne s'agit pas vraiment de zoologie, on parle plutôt d'un outil littéraire qui est incroyablement puissant. C'est une sorte de miroir, parfois déformant, qui nous est tendu. Voyons un peu plus près comment ça fonctionne. Le mot à retenir, c'est celui-ci, anthropomorphisme. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais l'idée est toute simple en fait. Il s'agit de faire parler, de faire penser et de faire agir les animaux comme des humains. Pensez au renard qu'on dit rusé, au lion noble ou à la fourmi travailleuse. Tout ça, ce ne sont pas des vérités scientifiques bien sûr. Ce sont des constructions littéraires qui permettent de parler de nous en fait. Mais alors, pourquoi ce détour par le monde animal ? Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, ça crée une distance. Critiquer le roi ou les puissants de son temps, c'était assez risqué. Mais critiquer un lion un peu trop orgueilleux, c'est tout de suite beaucoup plus malin. Ensuite, ça permet de simplifier. Un défaut humain, comme l'avarice par exemple, peut être assez complexe. Mais si on l'incarne dans une fourmi qui passe son temps à amasser, l'idée devient immédiatement très claire. Et enfin, ça donne une portée universelle au message. Les sociétés changent, mais la vanité, la jalousie, le courage, ça traverse les siècles et les cultures. Cette citation, elle résume absolument tout. L'objectif, ce n'est jamais de faire un documentaire animalier. C'est bien l'homme qui est sur la table de dissection. L'animal, lui, n'est que le scalpel qu'on utilise pour révéler nos propres défauts. Et parfois aussi nos qualités. Et pour voir cette technique en pleine action, il n'y a pas meilleur exemple que le maître incontesté du genre, Jean de La Fontaine. Alors plongeons un instant dans l'univers de ces fables. Chez La Fontaine, la fable devient une sorte de comédie humaine, mais jouée par des animaux. Chaque histoire est comme une petite pièce de théâtre, conçue pour instruire tout en amusant. C'est une leçon de morale déguisée qui critique subtilement les travers de la cour de Louis XIV et de la société en général. La recette de La Fontaine est d'une efficacité redoutable. On prend un récit assez court, on y met des animaux qui parlent et on associe chaque animal à un trait de caractère bien défini. Le renard, c'est la ruse, l'agneau, c'est l'innocence, le loup, la cruauté, etc. Et à la fin, on en tire une morale. Parfois, elle est très claire, parfois elle est plus implicite, mais elle nous pousse toujours à réfléchir à nos propres comportements. Alors comment on peut analyser intelligemment une fable pour l'examen ? On peut suivre une démarche simple, en 3 temps. D'abord, on se demande quel est le défaut humain qui est pointé du doigt. Est-ce la vanité, la paresse, l'égoïsme ? Ensuite, pourquoi avoir choisi cet animal pour l'incarner ? Est-ce que ça vient d'une vieille croyance, d'une observation ? Et enfin, la question la plus intéressante, cette morale, est-ce qu'elle nous parle encore aujourd'hui, au XXIe siècle ? Un siècle après La Fontaine, un autre géant de la littérature française s'empare de ce même outil. Mais attention, il va en faire quelque chose de très différent. Avec Voltaire, on quitte le monde de la morale pour entrer dans l'arène de la satire philosophique, beaucoup plus directe, beaucoup plus corrosive. La différence entre les deux est vraiment frappante. Là où La Fontaine, avec ses caricatures, cherche plutôt à nous éduquer, à nous rendre un peu meilleurs, Voltaire, lui, utilise l'ironie pour tout faire exploser. Son message est plus sombre. Il nous montre que l'homme, avec sa prétendue raison et sa civilisation, se comporte souvent de manière bien plus cruelle et absurde que n'importe quel animal. Et c'est là qu'on a un renversement spectaculaire. Chez Voltaire, l'animal n'est plus seulement une caricature d'un défaut humain. Il devient une sorte de juge. Par sa simplicité, par son bon sens, il expose la folie, le fanatisme, la prétention des hommes. En fait, l'animal devient le miroir de notre propre déraison. De La Fontaine à Voltaire, on voit bien que le rôle de l'animal a évolué. Et cette tendance va continuer de s'accentuer jusqu'à notre époque, au point de poser une question encore plus troublante. Mais où se situe vraiment la frontière entre l'humanité et l'animalité ?
Regardez bien cette évolution. D'un côté, les illustrations classiques des fables, qui sont assez charmantes, assez claires dans leur message, et de l'autre, des représentations beaucoup plus modernes qui jouent sur l'hybride, sur le bizarre. Le principe reste le même, un animal humanisé, mais le sentiment qu'il provoque est complètement différent. On passe de la simple leçon de morale à un sentiment bien plus ambigu, presque dérangeant. Cet effet qui est recherché par l'art contemporain, c'est un mélange assez subtil. Il y a de l'humour, bien sûr, mais il y a aussi un certain malaise. En se voyant dans ces figures mi-homme, mi-bête, on est forcé de s'interroger sur sa propre nature. Et cette identification, elle prouve une chose. Plus de 300 ans après La Fontaine, ce miroir animal est toujours aussi puissant pour nous faire réfléchir. Bon, maintenant qu'on a exploré toutes ces facettes, la grande question c'est comment organiser toutes ces idées de manière claire et structurée dans une copie. Voyons ensemble une méthode pour construire une réflexion solide sur ce sujet. Prenons un exemple de sujet qu'on pourrait avoir à traiter. Imaginez l'animal. Est-ce une manière efficace de mieux comprendre l'homme ? C'est une excellente question, parce qu'elle nous demande de peser le pour et le contre de tout ce qu'on vient de voir. Pour y répondre, on pourrait construire un plan logique en 3 étapes. D'abord, on montrerait en quoi l'animal fonctionne comme un miroir qui simplifie et clarifie les passions humaines. C'est notre partie avec La Fontaine. Ensuite, on développerait l'idée que ce procédé permet une critique sociale puissante et universelle. Là, on peut mobiliser Voltaire. Et enfin, dans une 3e partie un peu plus nuancée, on pourrait s'interroger sur les limites de cette méthode. À force de projeter ce qu'on est sur l'animal, est-ce qu'on ne risque pas d'oublier l'animal lui-même ? Pour résumer, que ce soit pour l'examen ou pour sa propre culture, l'important est de rester clair dans son raisonnement, d'appuyer ses idées sur des exemples précis, comme La Fontaine ou Voltaire, et de toujours garder une distance analytique. Au final, se pencher sur la bête, c'est peut-être l'une des manières les plus profondes et les plus efficaces de questionner notre propre humanité. Le miroir animal, on le voit, a encore énormément de choses à nous réveiller.